Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près un point spécifique de la paix en France, qui pose souvent question d'ailleurs, hein, les jours de fractionnement. Oui, tout à fait. On se base pour ça sur un article assez détaillé de la paix facile. C'est ça. L'idée, c'est simple, comprendre parce que c'est, qui a droit, comment ça se calcule, et puis pourquoi ça existe au fond. Exactement. Pour démystifier un peu ce truc. Voilà, des jours de congés payés en plus, potentiellement. Alors, allons-y. Alors, pour commencer, la définition. Qu'est-ce que c'est ces jours de fractionnement? Ce sont des jours de congés payés supplémentaires. D'accord. Ils sont accordés quand un salarié ne prend pas la totalité de son congé principal d'un seul bloc pendant la période légale. La période légale, c'est bien du 1er mai au 31 octobre? C'est ça, mais à fin octobre. Et ce fameux congé principal, faut préciser, ce sont les 4 premières semaines de congés payés. Donc 24 jours ouvrables max. Voilà, 24 jours ouvrables. Si une partie de ces 24 jours est prise, en dehors de cette période mai-octobre, alors là, ça peut donner droit à ces jours en plus. Ah oui, L'objectif derrière, c'est d'inciter un peu à étaler les vacances, quoi. Pas tout prendre l'été. d'accord, logique. Si on prend tout l'été, pas de jours sup. Et l'article insiste sur un point, la 5e semaine, elle n'a rien à voir là-dedans. Ah non, absolument rien. C'est hyper important de le noter. Les jours qui vont au-delà des 24 premiers jours, ouvrables, donc la 5e semaine, Oui, sont complètement exclus du calcul. Le fractionnement, ça ne concerne vraiment que le congé principal, ces fameuses 4 semaines. ok, c'est clair. Distinction nette. Alors, euh, qui peut en profiter? Qui est concerné? Potentiellement, beaucoup de monde en fait. L'article le dit bien. Oui, Les salariés en CDI, en CDD, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, même les apprentis, il n'y a pas de condition d'ancienneté ou de catégorie pro. donc assez large. Mais il y a des mais, j'imagine. Oui, attention, il y a 3 conditions. Et elles sont cumulatives, hein. C'est là qu'il faut être vigilant. D'accord. Cumulative, il faut les trois. Vas-y. Premièrement, avoir acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés au total. Ok, 15 jours acquis. Deuxièmement, avoir pris au moins 12 jours ouvrables continus de ce congé principal, donc sur les 24 jours entre le 1er mai et le 31 octobre. 12 jours d'affilée minimum, pendant l'été en gros. C'est ça. Et troisièmement, il faut qu'il reste encore au moins 3 jours ouvrables de ce même congé principal à poser après le 31 octobre. Donc, si une seule de ces trois conditions manque, c'est fini, pas de jour de fractionnement. Exactement. C'est tout ou rien sur ces conditions. Ça demande une petite vérification pour chacun ou pour les RH, quoi. Tout à fait. Alors comment on calcule combien de jours on récupère? En fait, c'est assez direct. Hein? Ça dépend juste du nombre de jours du congé principal, toujours ces 24 jours, qu'il reste à prendre après le 31 octobre. Le barème légal est simple. Ok. S'il reste entre 3 et 5 jours ouvrables, on a droit à un jour de fractionnement. 3 à 5 jours restants égale un jour sup. Voilà. S'il reste 6 jours ouvrables ou plus, là c'est 2 jours de fractionnement. 6 ou plus égale 2 jours. Et s'il reste moins de 3 jours, Moins de 3 jours, restons après temps après le train, quoi, 0 jour. C'est logique vu la troisième condition. Oui, logique. Donc, exemple simple, j'ai pris 18 jours sur mes 24 en été, il m'en reste 6 à prendre plus tard. eh bien, hop, 2 jours de fractionnement en plus pour toi. D'accord, c'est clair. Et concrètement, ces jours, ils apparaissent quand? Comment on les prend? Alors souvent, on les voit crédités sur le bulletin de paye de novembre. Ok. Et après, ils sont posés et payés exactement comme les autres jours de congé. Normalement. Et si on quitte l'entreprise avant de les prendre? Ils sont inclus dans l'indemnité compensatrice de congés payés, dans le solde de tout compte. Pas de perte. Bon point. Mais l'article dit qu'on peut y échapper. C'est-à-dire l'employeur ou le salarié? Alors, il y a 2 cas principaux où ces jours ne sont pas dus, même si les conditions sont remplies. Oui. Soit il existe un accord collectif, ça peut être un accord d'entreprise ou de branche, qui adapte les règles, voire qui supprime carrément ce droit. Faut vérifier ce qui est prévu. D'accord. L'accord prime. Et l'autre cas? L'autre cas, c'est si le salarié y renonce, individuellement et par écrit. C'est souvent une petite case à cocher sur le formulaire de demande de congé. Ah oui, la fameuse case. Je renonce au jour de fractionnement. J'imagine que ça, c'est assez fréquent en pratique, non? C'est probable, oui. Du coup, ça pose question sur l'objectif de départ, l'étalement des congés. Si tout le monde y renonce. C'est une excellente question sur l'application réelle du dispositif. Mais bon, la règle de base, c'est
sans accord collectif contraire ou sans renonciation écrite individuelle et claire du salarié. Mhm. Si les conditions sont remplies, eh bien l'employeur doit les accorder. C'est un droit. D'accord, c'est noté. L'article mentionne aussi un petit mot sur le BTP. Oui, juste pour dire que la logique de base est similaire, mais c'est géré un peu différemment par les caisses CI-BTP, avec des dates limites de prise qui peuvent varier, souvent avant le 30 avril suivant. Ok, spécificité BTP à vérifier pour les concernés. Donc, si on résume, on fractionne son congé principal les 4 premières semaines en prenant au moins 3 jours après le 31 octobre. Et en ayant pris au moins 12 jours continus avant. C'est ça. Et ça peut donner droit à 1 ou 2 jours de congé en plus. Sauf si un accord collectif dit autre chose, ou si on a signé une renonciation individuelle. Voilà, il faut bien vérifier les 3 conditions cumulatives. Exactement. Et du coup, ça nous amène à une petite réflexion pour conclure peut-être. Oui, vas-y. Mais si l'objectif affiché, c'est d'étaler les congés sur l'année pour éviter la concentration estivale, dans quelle mesure ce système, avec cette possibilité de renonciation individuelle qui semble ainsi utilisée, Hmm. atteint vraiment cet objectif? Est-ce que l'équilibre qu'on cherche entre l'avantage pour le salarié et les besoins d'organisation de l'entreprise, est-ce qu'il est vraiment trouvé avec ce système? C'est une bonne question en effet. L'impact concret de cette règle et de sa dérogation facile sur l'étalement réel des vacances, c'est une chose à garder en tête.